La France est un pays bureaucratique. La bureaucratie est devenue une dictature. Souvent, mes discours, je les termine par « Vive la libre entreprise ». Mon Dieu, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Quand je vois tous les obstacles, les commissions de sécurité, les architectes des bâtiments de France qui viennent nous empêcher de faire, on n'a qu'une administration qui est là pour nous contrôler et nous sanctionner. De grâce, si vous voulez vivre dignement dans ce pays, laissez les entreprises créer la richesse, ils la partageront forcément. Petit garçon n'était pas du tout celui que je suis maintenant. J'étais timide, je rasais les murs, je parlais à personne, paraît-il. Bienvenue dans le Mood, l'émission qui capte l'énergie du moment, des rencontres, du style et l'envie de vivre intensément. Ici, on capte les bonnes ondes. Aujourd'hui, je rencontre René Hans, double casquette, expert comptable et artisan du redressement d'entreprise. Nous sommes à Bolvillers, c'est dans le Mood et c'est maintenant. Mon père était mineur de fond, ma mère élevait des chèvres, ça, on aime l'entendre. À aucun moment j'ai vécu dans une simplicité absolue, dans une humilité, mais j'ai connu la vraie vie. Et on a été une enfance pas difficile, mais une enfance stricte, parce que j'ai une mère très autoritaire, à laquelle je dois ce que je suis, je pense. Ma mère compte beaucoup dans mon développement personnel, je pense. Quand je vois ces féministes qui crient, ma mère était était très masculine déjà, elle commandait à la maison. Un exemple que j'aime prendre, c'est que lorsque ils ont construit leur maison, l'entrepreneur est venu avec les devis. Ouais. Et donc, elle a regardé les devis, elle a dit, le terrassement, vous l'enlevez, je vais le faire moi-même. Elle avait 30 ans, j'étais pas né, mais tout le monde, tous les voisins en parlaient. C'est elle qui, avec une pelle et des pioches, les mains en sang, a creusé les fondations de leur maison. Et l'entrepreneur est venu avec ses ouvriers pour montrer ce qu'une femme faisait. Donc moi, toujours, elle me disait, toi, tu es un homme, il faut que tu sois à la hauteur, mais on ne pouvait pas la dépasser, elle, dans ce qu'elle faisait. Aucun travail n'était pénible pour elle. Elle faisait des travaux d'homme, toujours. Donc voilà, un exemple pour beaucoup, elle n'était pas féministe, mais elle savait s'imposer. Quand je vois comment mes parents vivaient, ils vivaient très pauvrement, un salaire d'ouvrier mineur, mais ils avaient des vignes, ils avaient le lait, ils avaient le cochon qu'on élevait, qui faisait la nourriture, ils vivaient quasiment en autarcie. Et ils ont su économiser, ils ont construit 2 maisons, c'est incroyable. Même les économies qu'ils ont pu faire, ces gens, ils ne sont jamais partis en vacances. J'ai vu la mer la première fois quand j'avais 21 ans, je crois. Je suis jamais parti en vacances. Mes vacances d'été, j'allais travailler à la chaîne, chez Engstenberg ou chez Salamander Einstein, je fabriquais les Stan Smith. Donc, dans ce monde-là, donc, c'était un travail de labeur. J'ai grandi là-dedans. La seule référence réelle pour nous, c'était le travail. Et quand je vois ce que mes parents ont économisé, quand j'ai hérité à leur décès, je n'ai pas voulu un centime, j'ai tout de suite donné à mes filles, parce que moi, je savais le travail qu'il y avait derrière. Et je me souviens, par exemple, quand on cueillait des cerises, je voulais quelque chose. Mon père me disait, c'est facile, tu vas cueillir des cerises et on te donne l'argent que nous donne le gars où on vend les cerises. Mais quand tu as rempli les seaux, à 12 ans, tu n'as plus envie d'avoir l'objet que tu désirais. Et le plaisir et la satisfaction d'un désir, le malheur aujourd'hui, c'est que les gens reçoivent avant de désirer. Moi, j'ai dû faire des efforts pour obtenir, et je sais que l'effort est valorisant. Il y a plusieurs étapes dans ma vie comme ça, où on change, mais tout le monde, on n'est pas les mêmes tout au long. Maintenant, j'ai 68 ans, quand je regarde le passé, on retrouve pas les... Des fois, il y a des périodes de la vie où on n'est pas fier d'avoir été ce qu'on a été à ce moment-là. Hein, je pense que ce qui est étonnant, ce qui m'étonne moi-même, quand je suis venu en classe au lycée, le premier cours de la vie des entreprises, ça s'appelait, j'attendais avec impatience parce que je voulais connaître ce que c'est la vie des entreprises. Et je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc naturel. J'ai un intérêt. Je m'intéressais petit déjà à l'entreprise. Capital Initiative est des modèles de financement alternatifs. Nous faisons quand les banques ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. On n'a aucun reproche à le faire. On a besoin d'elles, puisqu'elles nous refinancent. Donc, un modèle de financement alternatif, il y a une loi de 1985 qui donne le monopole du crédit aux banques.
Donc, ma force, mon problème, c'était de trouver une solution pour pouvoir financer sans être en infraction avec le monopole bancaire. On a mis des années pour mettre en place ce rachat temporaire d'actifs. Pendant 10 ans, les 10 premières années, on a bricolé, on a essuyé des pattes, on ne savait pas comment faire. Par chance, quand Hervé Novelli est devenu ministre des PME, il m'a ouvert le port de Bercy pour dire « René, on va mettre en place un système qui soit de nature à séduire les investisseurs ». Et là, on a créé le rachat temporaire d'actifs. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous ne faisons pas crédit. D'ailleurs, lorsque l'entreprise a des difficultés de trésorerie, elle a un bien à vendre, nous lui rachetons le bien et elle le conserve, elle en devient locataire. Et à l'issue du contrat, on lui revend. Voilà ce que nous avons fait et c'est le seul moyen de faire un financement alternatif, à mon sens. Et je suis fier d'être le père du rachat temporaire d'actifs dans notre pays qui commence, après 20 ans, à être reconnu. Aujourd'hui, on a 10 millions de capital, c'est 150 personnes qui ont mis de l'argent et qui, depuis 10 ans, je rappelle, on leur donne 5% de dividendes chaque année. Je pense que c'est un bon placement. Nous avons respecté cet objectif depuis 10 ans et j'espère que nous pourrons le respecter pour toujours, mais sans le promettre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une entreprise, c'est un être humain qui naît, grandit, a des accidents, tombe malade et peut mourir. La taille que nous avons aujourd'hui, je suis relativement serein. J'ai investi, moi, beaucoup d'argent dans cette activité-là. Je ne vais pas donner les montants, mais j'ai beaucoup investi dans Capital Initiative parce que je pense qu'on peut entreprendre avec le cœur. Depuis des années maintenant, mais je pense qu'on ne pourra plus continuer le modèle. J'ai voulu qu'on convie nos associés à l'Assemblée Générale, on leur montre ce qu'on avait fait dans les chiffres et dans la réalité du terrain, et ensuite, on fait la fête, et on leur donne un chèque. Parce que si je fais un virement, alors mes gens ne sont pas contents, ils doivent faire 150 chèques pour chaque associé, alors qu'en fait, on aurait pu faire un virement, mais le virement, il ne doit même pas passer. Là, ils sont obligés de le prendre en main. Ils l'ont reçu, ils l'ont regardé et ils vont faire l'effort d'aller le remettre à la banque. Ils se souviennent qu'ils ont été rémunérés pour ce qu'ils ont investi. Il est clair que nos associés, ce sont des gens qui comptent, c'est des gens qui ont réussi dans notre région. Et aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup viennent parce qu'ils veulent être dans le club eux aussi. Parce qu'à l'Assemblée Générale, ils rencontrent des chefs étoilés, ils rencontrent des grands entrepreneurs, je ne veux pas donner le nom de tout le monde, et ils sont fiers d'être à leur côté. J'ai Arnaud Montebourg, qui est un de nos associés. Le groupe SOS, c'est quand même la première entreprise d'économie solidaire et sociale en Europe, avec 22 000 salariés, qui est notre associé. La période que nous traversons actuellement, jamais en 40 ans de profession, je n'ai vu autant d'entreprises en difficulté que maintenant. On voit des recours absolus. Donc, ce qui est dramatique, c'est qu'il y avait un article dans le Figaro la semaine dernière qui disait que les petites entreprises, je crois qu'il y a 50% qui gagnent moins que le SMIC. Effectivement, quand on voit le travail qu'ils fournissent et qu'on le ramène à l'horaire, souvent leurs salariés sont mieux payés qu'eux. Et ces gens, ce qui est dramatique, parce que ce que j'aime pas, c'est que quand on parle de patrons, on parle des grands patrons très riches, et on oublie que 93% des entreprises ont moins de 10 salariés, 98 moins de 50. Et ces petits patrons qui souvent ont créé leur emploi en créant leur entreprise, avec jamais assez d'apport personnel, ils galèrent tout le temps, ils manquent de financement, et quand ça va mal, ils vont perdre leur entreprise, le travail et leur honneur. Et bien souvent, ils ont donné leur maison en garantie et à ce moment-là, leur maison va être vendue aux enchères. Ils vont en plus perdre leur toit et le toit de leur famille. Capital Initiative, dont nous parlerons tout à l'heure, aujourd'hui, c'est 28 maisons qui ont été rachetées à des personnes qui voyaient leur résidence principale passer aux enchères. Ils restent chez eux avec un loyer correspondant à un prix d'achat souvent ridicule et ils peuvent racheter la maison à notre coût d'acquisition. C'est la partie la plus fière de Capital Initiative pour moi. Le besoin de sauver plutôt que de juger, je ne sais pas pourquoi, mais quand les choses vont bien, l'entrepreneur
il est heureux, il se montre en Porsche, etc. Quand ces choses vont mal, il vient distraitement, et souvent c'est la femme qui vient trouver quelqu'un. Et quand Arnaud Montebourg m'appelle le Saint-Bernard de la petite entreprise, je ne sais pas pourquoi les gens en difficulté sont toujours venus toquer à ma porte. Alors certains disent, ils ont senti en moi une générosité, une compréhension, parce que quand tu es petit et que tu n'as rien par rapport à tes copains, je n'ai jamais eu de cadeau de Noël, moi. Ça n'existait pas chez nous. Donc, quand tu n'as rien par rapport aux autres, quand je vois quelqu'un, et j'ai pu passer des frontières, des étapes quand même pour changer mon statut social, quand je vois quelqu'un qui est en difficulté ou qui a la volonté de réussir et qui en est empêché, je ferai tout pour l'aider. Mon plus grand bonheur, c'est voir les autres réussir. Peut-être quand les premiers, je les ai sauvés, le mot s'est passé, j'ai jamais compris, je dis pourquoi les clients riches sont pas chez moi, pourquoi ceux qui souffrent viennent, et souvent ils étaient chez d'autres confrères. Je parle de l'expert comptable, ils venaient chez moi à un moment donné où ça allait mal. Dans ce bureau-là, j'en avais 2 hier. 2 qui étaient caution. Un, c'est un contrôle fiscal, on lui réclame 300 000 €, il ne pourra jamais payer, il va vendre sa maison, il a fait des conneries certes, il vient toquer ici, et voilà, c'est incompréhensible. Vivre dignement, c'est très important. Les Indiens Hurons disaient, si tu veux faire mourir un homme, paye-le à ne rien faire. Moi, je crois au travail, et la première réussite pour quelqu'un, c'est de vivre dignement de son travail. Et donc, quand tu es entrepreneur ou comme soutien des entrepreneurs, c'est permettre à des gens d'accéder à un travail. Mes plus belles réussites, c'est quand j'ai pu sauver des entreprises de 45 emplois. Je pense à ces compagnons du dévouvoir dans une autre région de la France, leur entreprise en liquidation. Ouais. Je suis allé les trouver pour leur dire, écoutez, donnez-moi votre indemnité de licenciement. On va créer ensemble une société coopérative ouvrière de production. Et on a racheté l'entreprise chez le liquidateur. Et je me souviens que ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que c'est dans l'atelier que j'aurais parlé. Et en sortant, j'étais très mal. Je dis, parce que c'est des gens qui gagnent peu, je vais leur prendre un délai de licenciement. Si ça ne marche pas, j'ai été un escroc par rapport à eux. Et 1 an après, je suis venu à l'Assemblée générale. Ils ont fait un barbecue. Et les syndicalistes de l'entreprise m'ont appelé dans le coin. Ils m'ont dit, il y a 1 an, vous nous avez parlé dans l'entreprise. On s'est dit là, ce mec-là est fou. Mais on n'avait pas de solution que de vous suivre. Et maintenant qu'on voit que ça marche, on vous dit merci. Inoubliable pour moi ce moment. Ouais. Quand tu es entrepreneur, tu doutes tous les jours. Si tu ne doutes plus, tu es champion du monde et c'est le début de la fin. Et il y a tellement d'obstacles dans le quotidien d'entrepreneur que le doute est une évidence. La plupart de mes copains entrepreneurs me disent qu'ils ne dorment pas la nuit. Parce que il y a tellement de choses qui peuvent t'arriver. Ne serait-ce que lorsque tu as un découvert autorisé, tu peux recevoir un courrier recommandé qui vous dit « Monsieur, vous avez 50 000 € de découvert. » Eh ben, vous avez 2 mois pour le rembourser. Je fais quoi à ce moment-là? Une entreprise que 4 qui dépose le bilan, elle est victime d'un impayé. Je fais comment? Le danger est quotidien. Bien sûr, ils parlent tous que de leur réussite. Sophie de Menton a sorti un bouquin, d'ailleurs je suis content, je suis cité à la page 11, qui parle des réussites. Je leur ai fait un beau texte pour... je leur fais un beau texte pour leur dire, écoutez, mais parlez aussi de ceux qui souffrent. Parce que montrer que la réussite, c'est mentir. L'entrepreneuriat, c'est aussi des échecs. Je n'ai aucun signe extérieur de richesse, parce que justement Sophie de Menton, pas Sophie de Menton, Sophie Rosenzweig, quand elle a écrit le bouquin Saint-Bernard de la petite entreprise, elle était intriguée par le personnage. Elle dit, mais attendez, maintenant, vous avez 500 salariés dans une associée, vous devez avoir une résidence secondaire, un bateau, je n'ai rien de tout ça. Ça ne vous intéresse pas? Non, pas du tout. Moi, ça vous a jamais intéressé? Non, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de posséder. Je suis un homme de challenge, c'est une réalité. Moi, on me fixe un objectif et je veux le dépasser. Capital Initiative, on a fait des prévisionnels les 10 premières années. Chaque année, on a dépassé ce qui était prévu. Donc, ma plus grande satisfaction, c'est de battre mes records, mes propres records. Je n'ai pas de plaisir à posséder. Avoir ne vaut pas être, c'est de Lamartine. Tout au long de l'histoire, tout au long de l'humanité, celui qui travaillait
pour gagner sa vie, était propriétaire de ses outils. Il est arrivé une rupture, la révolution industrielle de 1852, on a construit des usines, et ceux qui travaillaient n'étaient plus propriétaires de leurs machines, puisque les machines coûtaient beaucoup plus cher. Et est arrivé quelqu'un qui a trouvé ça anormal, il s'appelait Karl Marx, qui a dit « il faut que les machines appartiennent à tout le monde ». Il a appelé cela l'appropriation collective des moyens de production. Aujourd'hui, celui qui n'a rien et qui veut acheter son outil pour aller travailler, il n'a pas forcément le crédit bancaire pour le faire. Je ne suis pas pour l'appropriation collective des moyens de production, mais avec Capital Initiative, nous pouvons acheter le bien, ne pas lui prendre, l'acheter pour lui le louer et lui permettre de devenir entrepreneur. Le Français qui crée son entreprise, crée son emploi, avec jamais assez d'apport personnel. Je me souviens du camion qu'on a acheté à un jeune qui voulait devenir transporteur et bien d'autres cas, 230 entreprises de financer aujourd'hui. La machine est trop lourde. Je me souviens, j'ai assisté à une conférence justement sur les normes à Paris chez mon ami Loïc Le Floch-Prigent, et les gens qui étaient dans la salle, même un député devant, il disait lorsque nous avons voté les normes, c'est un texte qui dormait, qu'on n'arrivait à faire passer. On n'arrivait pas à le faire passer à l'Assemblée nationale. Donc on a dit maintenant il faut que ce texte passe, et c'est un bouquin entier que personne n'a regardé, qui est passé en bloc. On a accouché d'un monstre, et maintenant on ne sait plus, on nourrit ce monstre est devenu trop fort. Aujourd'hui, malheureusement, après les périodes qu'on a données, aujourd'hui, malheureusement, les entreprises appartiennent à la finance. Les grandes entreprises n'appartiennent même plus il n'y a plus de familles en France, de grandes familles en France, quelques exceptions près, et les grandes entreprises appartiennent à des fonds étrangers. La valeur pour l'entreprise, c'est effectivement permettre de travailler dans la dignité. Quand tout devient financier et qu'il n'y a plus d'âme dans les entreprises, ce n'est pas une bonne chose. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut fabriquer à l'autre bout du monde avec des esclaves mal payés et qu'on est content d'importer ces choses-là. Le Made in France est un combat énorme. On a laissé partir l'industrie de la France. On était content parce qu'on pensait qu'on était plus intelligent que les autres et qu'on allait faire que du service. Et pourtant, il nous faut des plombiers, il nous faut des infirmières, il nous faut des aides-soignantes, tous ces métiers-là qui nous manquent, même dans l'hôtellerie-restauration. La France est le premier pays touristique au monde et on ne trouve plus de gens qui vont travailler dans l'hôtellerie-restauration. Et pourquoi ? Parce qu'on dit qu'ils sont mal payés, tout le monde dit qu'il faut les payer plus. Mais le consommateur français n'a plus le pouvoir d'achat pour payer son compatriote. Là est le mal. On a taxé au maximum le travail. Le travail est devenu, a dû payer tout notre modèle social. Et malheureusement, nos coûts sont trop élevés et nous-mêmes ne pouvons plus racheter le Made in France. C'est une réalité. On trouve le même phénomène dans le bio. Tout le monde dit qu'il faut faire du bio. Et ceux qui fabriquent, ceux qui produisent bio, c'est plus vendu en magasin. Donc, on sait que les caves coopératives qui font du bio, dans le vin par exemple, ils arrivent à vendre leurs produits bio sans marquer bio parce que ils veulent pas faire concurrence au produit qui est plus cher. Ils n'ont pas d'autre choix que de le faire partir sans mention bio. Je pense, moi, que pour changer le modèle en France, il faut que tout le monde se mette au travail. Il faut que tout le monde se mette au travail parce que celui qui travaille est taxé pour payer celui qui ne travaille pas. Moi, je dis toujours, je viderais même les prisons pour faire travailler ces gens. Aujourd'hui, il y a une surpopulation dans les prisons, mais partout. Ce qui est le malheur aujourd'hui, pour lequel je me bats et qui m'affole, c'est qu'on a des gens en place qui prennent des décisions. Quand tu vois un juge qui prend une décision, il dit « elle est nulle ma décision, mais j'ai appliqué la loi, les députés sont cons ». C'est ce qu'ils me disent. Tu trouves ça, le contrôleur des impôts qui vient contrôler, il met une somme que l'entreprise ne pourra jamais payer, il ne paiera jamais, il va déposer les bilans, on va perdre 20, 30 emplois, mais on ne se pose pas la question. Il n'arrivera pas à le payer, ça sert à quoi ? De le faire mourir, ça sert à rien. Et l'inspecteur me dira, oui, c'est complètement con, mais moi j'applique la loi. Idem pour les contrôles qui sont faits pour les commissions de sécurité. Les types, ils se déclarent incompétents, ils reconnaissent leur incompétence, ils ne savent pas lire le référentiel, ils pensent vraiment que le texte qu'ils font appliquer, il est con, mais ils l'imposent quand même. Et celui qui doit les appliquer n'a pas le financement. Personne ne se soucie, dans les travaux de sécurité qui sont imposés, personne ne se soucie
du financement des travaux qui sont imposés. 3000 hôtels-restaurants devraient fermer en France aujourd'hui. Quand j'additionne tout ça, et les délais administratifs qui sont donnés quand je dois permis de construire pour une usine, j'en ai pour 5 ans, mais le mec va faire ailleurs. Et tout le monde trouve ça anormal. Moi, ça me révolte. Et tous les élus, tous les gens que je rencontre au plus haut niveau, les ministres même me disent la même chose. Et personne ne change. On est victime d'une dictature bureaucratique. J'ai été venu voir un ministre avec un de mes amis, et il me dit « René, raconte ce que tu fais ». Il fait tous les éloges de Capital Initiative. Alors j'ai dit « Je n'ai rien à inventer ». C'est de l'eau sucrée, ce rachat temporaire d'actifs. Acheter un bien à une entreprise qui n'a plus de trésorerie pour transformer cet actif en trésorerie, le rachat temporaire d'actifs, je disais, c'est de l'eau sucrée. Et mon ami a dit ce jour-là « Raconte ce que tu fais, parce que l'eau sucrée, pour un homme qui a soif dans le désert, c'est vachement important. » J'espère toujours, quand je rentre, trouver des solutions. Si mon inspiration est bonne, et par chance je touche du bois, en quelques minutes, souvent, j'ai trouvé une solution là où personne ne l'avait trouvée. Et je remercie le ciel, je ne sais pas, c'est une forme d'inspiration. Certains disent c'est parce que j'ai fait de la musique que j'ai cette intuition qui fait que. Et quand je réussis à trouver le remède qui sauvera, je suis le plus heureux des hommes. Quelquefois, quand l'entreprise est déjà morte, il ne sert à rien de lui donner du sérum. Il y a en France des canards boiteux qu'on peut sauver et des canards sans tête, on ne peut pas les sauver. Ce qui est triste dans notre pays, surtout avec le nombre de dépôts de bilan qu'on a maintenant. Il faut savoir que lorsque tu toques à la porte du tribunal parce que tu penses être sauvé, 90% vont directement à la morgue. Donc là, on est étonné que les patrons n'aillent pas toquer à la porte du tribunal quand ils connaissent des difficultés. Mais ce qui est malheureux, moi j'ai dit toujours une entreprise, c'est comme un être humain. Ça naît, ça grandit, ça tombe malade, ça a des accidents et ça meurt. L'entreprise, pour moi, elle a une âme. Lorsque vous prenez une personne humaine malade, vous la mettez dans un coin, sans médicaments, sans soins et sans visite et sans nourriture, il est clair qu'elle va mourir. Et c'est ce qu'on fait malheureusement à l'entrepreneur en difficulté. Il ne se manifeste pas, il ne dit pas qu'il a mal, il ne dit pas où il a mal, et tout le monde se détourne de lui. Plus personne ne veut travailler avec lui, ses fournisseurs ne le livrent plus, les banques ne le financent plus, etc. Il ne peut que mourir. Aujourd'hui, une entreprise sauvée, c'est énorme en termes de richesse et d'emploi dans notre pays. Je pense que 40 ans d'expérience, ça joue aussi. Quand vous voyez ceux qui regardent beaucoup de films policiers, ce n'est pas mon cas, ils connaissent souvent la suite parce que les scénarios se ressemblent. Donc j'ai vu tellement de cas que je sais vite poser les bonnes questions et trouver. Je sais bien les remèdes quand quelqu'un est malade. On connaît absence de rentabilité. Pourquoi ? Si c'est un accident, ça se corrige. Si c'est chronique, on ne peut rien faire. Le patron, il sait ce qui ne va pas. Tu lui demandes pourquoi tes concurrents sont meilleurs que toi. Il répond à la question, mais il ne s'est jamais posé cette question. Donc, je ne fais qu'aider le malade à trouver des solutions, il les connaît. Il faut du courage pour entreprendre ou de l'inconscience. Le courage, j'ai une phrase que je cite, le véritable courage, c'est d'être plus fort que les mots M-A-U-X de la vie. Mais pour l'entrepreneur, les mots sont multiples. On les a énumérés, tous les contrôles, tout ce qu'on a autour, toutes les difficultés. Enfin, c'est un monde hostile de partout. Et pour terminer par rapport au courage d'entreprendre, je vais citer la phrase de Rudolf Steiner qui dit « Rien ne viendra à nous manquer si le courage ne nous fait point défaut ». Il faut du courage pour entreprendre, pour des challenges qui sont les nôtres, mais le courage est le moteur qui nous fait réussir. Moi, je crois vraiment à l'entrepreneuriat. C'est la clé du succès pour beaucoup de gens et des plus humbles. Quand tu nais riche, tu as fait des diplômes, tu n'as plus besoin de te battre. Mais celui qui n'a rien, il doit se battre. Il n'a pas d'autre solution que de réussir. Et quand on voit les générations d'entrepreneurs dans notre pays,
Ça me fait plaisir. Mon premier échec, il est lourd. Il est lourd. C'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant cette entreprise. Tout devait bien marcher sur le papier. Tu sors de l'école avec tes certitudes. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, il y a eu des dépôt de bilan, il y a eu tout. Et j'ai mis, je crois, près de 15 ans à maintenir cet établissement en activité. Donc j'ai traversé toutes les souffrances que vit un patron qui perd. Si je n'avais pas eu mon métier d'expert comptable à côté qui me permettait de vivre, je serais ruiné. Et là, c'est peut-être ça, cette expérience de plusieurs années, de cette souffrance que j'ai vécue, qui m'a fait faire Capital Initiative pour épargner aux autres la souffrance que j'ai vécue moi. Celui qui est à la tête d'une entreprise, il y a 24 heures sur 24, il a peu de temps malheureusement pour sa famille. T'as pas le choix, il faut investir à fond. J'ai eu de la chance, moi, j'ai une femme qui était très mère, et on a accepté de partager les rôles. Et mes enfants sont heureux, donc je m'excuse pour mes absences, mais ils ont bien réussi, ils sont heureux, mes 2 filles sont heureuses dans leur vie. Quand je vois ce que Capital Initiative a fait en 10 ans, c'est 230 entreprises de financer, c'est 28 maisons de sauvées, c'est des milliers d'emplois de sauvés aussi. Donc, aujourd'hui, si on veut grandir, il faut du capital en plus, il faut du crédit en plus. Et bien sûr, dans notre pays, tu n'as pas le droit de faire appel public à l'épargne. Donc, comment faire? On a trouvé un cabinet parisien qui est CCIIB, qui nous a créé notre propre bourse. Ça veut dire que c'est un lieu où on peut acheter et vendre les titres. Donc, en premier, je vends moi mes titres et je remettrai l'argent au capital. Si tu veux grandir, la France a besoin de financement alternatif. J'en ai créé un, le rachat temporaire d'actifs. Il ne faut pas un René Hans en France, il en faut un dans chaque département. Et la France sera un pays riche. C'est pas la peine de la comparer à la Suisse, à autre chose. Les Français sont ingénieux. Donnons-leur la liberté d'entreprendre, donnons-leur les moyens d'entreprendre, et rien ne viendra à nous manquer. On investit dans la vie, on voit où va l'argent. Chaque année, je fais une réunion, j'invite mes associés et des gens autour, et nous faisons témoigner des entreprises que nous avons sauvées, des entreprises que nous avons fait grandir. Il n'y a pas que des entreprises en difficulté, il y a des entreprises à la transmission, il y a beaucoup d'opérations où Capital Initiative peut intervenir. Et quand les gens voient où est allé leur argent, quand l'entrepreneur dit merci aux associés qui ont souscrit et qui l'ont sauvé, ça change tout. Dans les exemples, je vais me prendre notre plus gros client, c'est une entreprise de nettoyage avec 2000 salariés qui a déposé des bilans, qui est en plan de continuation. Donc, quand tu as un plan de continuation, la loi a interdit à la banque de financer entreprises en difficulté. Donc, lorsque cette entreprise embauche une nouvelle femme qui va travailler comme femme de ménage, si elle n'a pas de voiture pour se rendre au travail ou chez le client, il faut qu'elle ait une voiture. L'entreprise ne peut plus financer ses voitures. Capital Initiative est propriétaire de 40 voitures pour que des femmes, souvent en difficulté, puissent aller travailler. Cette indifférence collective me fait mal. Parce qu'individuellement, on est tous conscients, mais chacun laisse dérouler le film sans opposer. J'ai l'impression tous les jours de lire Germinal, la bête humaine. Vous savez, ce train à la fin qui fonce avec tous les gens dans le truc, qui va droit dans le mur, et tout le monde va mourir, parce que personne n'a le courage de dire stop. Nous sommes 3 millions de patrons, de petits patrons en France, qui se plaignent de ne pas être financés par la banque ou sont pas soutenus par le banquier. Ils sont tous conscients qu'il faut un modèle de financement alternatif. Et je leur dis à tous, nous sommes 3 millions en France. Si chacun met 1000 euros, on a 3 milliards. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Agir plutôt que de gémir. Il est clair que si on développe un Capital Initiative dans chaque région du moins, avec des soutiens qu'il faut, ça influence le PIB.
Et ça permettra peut-être n'oubliez pas que 50% du PIB est produit par nos petites entreprises. Hein. Les périodes qu'on traverse maintenant, on va avoir du mal à s'en relever. On se bat actuellement tous les jours pour faire un budget, la nation, mais tous les chiffres qu'ils ont pour déterminer les bases de leur budget, ils sont faux. Parce que la croissance ne sera pas celle qu'ils espèrent. Les entreprises qui ont disparu ne produisent plus. Et quand il faudra payer ces chômeurs, il est clair qu'on est très, très mal. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, pas du tout. Ce que je pense tout simplement, c'est qu'il y en a trop au mauvais endroit. Dans la bureaucratie, il y en a trop. On manque d'infirmières, on manque de médecins, on manque de partout. Dans la police, on manque de monde. Les fonctionnaires sont en trop grand nombre dans le millefeuille administratif. Quand ils ont créé les Comcom, ils sont allés transférer des compétences des communes vers les Comcom. Mais ils n'ont pas fait transférer le personnel, ils ont embauché du personnel en plus. Allez voir ce qui se passe. Regardez le nombre d'agences de développement que nous avons en France, qui ne servent souvent pas à grand-chose, mais la région en veut, ensuite les Comcom en veulent aussi, et allez rencontrer ces gens, allez voir leurs compétences en la matière. Il faut, et une génération ne suffira pas, arrêter d'être des fonctionnaires et des rentiers et devenir des entrepreneurs. La France est un beau pays, on a une histoire qui est riche et un peuple qui est imaginatif et créatif. J'avais fait une conférence pour des entrepreneurs allemands et ils m'ont dit, si vous saviez, si en France, les entrepreneurs étaient libres et financés, vous seriez meilleurs que l'Allemagne, parce que vous êtes meilleurs que nous. Et heureusement qu'il y a des barrières qui sont faites chez vous. Nous avions aussi l'électricité la moins chère au monde. On avait tout pour réussir, mais je pense que depuis 40 ans, on fait tout pour détruire la libre entreprise. Et ça, je peux citer un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung qu'il avait cité. La France, c'est des entrepreneurs meilleurs que nous, parce que l'Allemand, il faut qu'il ait un schéma tout tracé, et quand on sort du schéma, il n'est plus bon. Et le Français et l'Italien, ils savent se débrouiller. Et donc, cette capacité d'adaptation est plus forte que les autres, et on peut s'adapter à un monde qui change très vite, et le monde aujourd'hui change très vite. Mais il faut libérer l'entreprise, il faut financer l'entreprise, et nous sommes les champions du monde. Quand j'étais enfant, je jouais de l'accordéon, de 12 ans à... J'ai même fait des balles quand j'étais étudiant. J'ai arrêté de jouer quand je suis devenu expert comptable parce que j'avais plus le temps. Et là, pour préparer ma retraite, j'ai racheté un accordéon et j'ai repris des cours et j'ai remonté un groupe. Quand tu joues de l'accordéon, c'est pas de la musique pour des jeunes, mais en Alsace, la musique populaire germanique, le Oberkreiner, très bien. Donc j'ai créé un groupe Oberkreiner. Et lorsque on a sorti le premier CD, c'était le confinement. Et je voyais à la télé tous ces gens d'EHPAD qui ne pouvaient plus recevoir de visite, qui mouraient seuls, loin des leurs. J'ai dit à mon assistante, envoie un CD, c'est un cadeau, parce que de toute façon, on ne pourrait pas le vendre à ce moment-là. Envoie un CD à tous les EHPAD. Et j'ai lu des témoignages incroyables en retour pour dire, les gens ont pleuré, ont dansé, etc. Très émouvant. Et donc, je me suis dit, on va jouer en EHPAD et je vais le faire bénévolement. Et on joue à peu près 30 fois par an, tous les jeudis après-midi presque, on va animer en EHPAD. Et le bonheur que je rencontre en donnant ce bonheur à ces gens est incommensurable. Je suis un homme heureux, je ne manque de rien. Non, franchement, on est épanoui quand on fait des choses qui ont du sens. Moi, les sauvetages que je fais, la réussite des autres, tous les obstacles que je franchis, tous les gens que je rends heureux dans les EHPAD, je suis un homme heureux. À bientôt. On se retrouve dès que le mood revient.